Bonsoir Christophe Hérault. Bonsoir. Vous êtes secrétaire du CSE, délégué syndical de Technip Énergie, une multinationale française du secteur de l'énergie. Et on vous remercie de participer à cette interview dans le cadre de notre conférence sur la transition écologique, le dialogue social et la RSE. On sait que ce sujet de la transition écologique est en lien avec le changement climatique a vraiment une actualité importante. Et comment on inscrit aujourd'hui ces sujets dans le quotidien du dialogue social, c'est l'objet de cette interview. Tout de suite, ma première question, où en est le dialogue social sur la question de l'environnement au sein de votre entreprise? En matière de dialogue social, on en est au balbutiement, puisque ça apparaît, c'est apparu tout dernièrement à l'ordre du jour de certaines informations, consultations, telles que les orientations stratégiques notamment. Donc le tout début, ça veut dire que les dispositions de la loi climat et résilience de l'année dernière ne sont pas véritablement appliquées. On parlait de BDSE dans cette loi-là, de consultation, vous venez d'y faire référence, de formation des élus aux préoccupations environnementales. Où on en est de la mise en place de ces dispositions? Alors, on est une entreprise dont le siège social est en Hollande, et donc la direction considère d'une certaine manière que, comme le siège social de la holding n'est pas en France, certaines dispositions ne sont pas forcément applicables. Bon, donc c'est un sujet en débat, mais au-delà de ça, Technip est une entreprise d'ingénierie, hein, vous l'avez dit, du secteur de l'énergie, et donc on fait face à deux aspects très différents. D'une part, la consommation d'énergie en tant que salarié. Alors on parlera ici des salariés français, mais on est un groupe international. Mais je parlerai des salariés en France, et on est à peu près 5000 en France à travailler dans le groupe Technip Énergie. Et d'autre part, les émissions liées à nos activités, les émissions indirectes, principalement du scope 3, des émissions donc des usines que nous fabriquons. Et, en fait, l'essentiel des émissions auxquelles on participe sont celles du scope 3, sont celles que nos clients vont émettre dans le cadre de la vie de l'usine que l'on aura construite. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, hein, que les grosses usines que l'on fait actuellement émettront, pour produire du gaz liquéfié en continu, l'équivalent de la consommation de 2 millions de Français par an. Donc on voit bien qu'entre les 5000 salariés de Technip qui vont consommer pour venir au travail ou pour être dans des bureaux une certaine consommation de CO2 et d'éventuels gestes écologiques, etc., et l'impact qu'a notre industrie. Alors on n'est pas les seuls à porter cette responsabilité, puisque évidemment notre client qui construit et qui exploite l'usine, mais on voit bien que on est donc dans deux choses qui sont importantes, mais qui n'ont pas les mêmes ordres de grandeur en termes d'impact climat. Oui, donc on voit aussi les paradoxes et les défis que ça suscite pour les entreprises telles que la vôtre, et donc les attentes et les questionnements pour les représentants du personnel. Et finalement, la manière dont aujourd'hui s'est saisie l'entreprise de ce sujet-là, satisfait-il vos attentes en tant que représentant du personnel au regard de ces enjeux et de ces conséquences? Donc je séparerai donc du coup peut-être la réponse en deux parties. La première, qui est celle qui intéresse le plus les salariés et donc leurs représentants, c'est la question liée à l'économie de l'entreprise, dont on sait que ces activités sont aujourd'hui à 100% jugées comme non durables dans le cadre de la taxonomie de la Commission européenne, même s'il y a des débats et que les débats de lobby sont encore en cours. Mais globalement,
on est sur du gaz naturel liquéfié pour ce qui concerne essentiellement la partie française. On a d'autres activités aujourd'hui minoritaires en termes de chiffre d'affaires dans la pharmacie, dans d'autres activités, mais concentrons-nous sur le cœur de métier de Technip, sur le cœur de métier historique qui est donc de produire des usines qui exploitent des énergies fossiles et depuis, en France en tout cas, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, c'est quasiment essentiellement du gaz ou du gaz liquéfié. Donc sur cette partie-là, il y a aussi un enjeu de pérennité d'emploi, un enjeu de responsabilité dans la transition énergétique mondiale. Et sur cet aspect-là, l'entreprise donc a saisi un peu le sujet très, très dernièrement, puisqu'il y a encore 2-3 ans, aucune ligne ne figurait dans les orientations stratégiques à ce sujet. Et ce n'est finalement que depuis la crise russe et ukrainienne que on a une prise de conscience un peu forte. Ce que vous dites là est très juste parce qu'on voit qu'on a glissé à l'occasion de cette crise sur l'énergie d'une préoccupation fondamentale, environnementale et climatique vers quelque chose de plus problématique, énergétique, lié aux difficultés qu'auraient par exemple les entreprises à s'approvisionner ou autres. Donc finalement, on peut dire que vos salariés sont préparés à cette transition écologique, environnementale, climatique, ou pas vraiment? Aujourd'hui, ils ne le sont pas. On est dans une grosse entreprise avec des processus et des technologies quand même liées au monde de l'oil and gas. Et pour renforcer ce que vous disiez, on était très présent en Russie. Et donc, en fait, il y a eu un impact économique direct de la guerre en Ukraine et de l'arrêt, de l'interdiction des activités. Alors, on ne rentrera pas dans le détail, mais effectivement progressive de notamment de notre client qui était donc le fameux projet Yamal, client Total en particulier avec le projet Yamal. Donc ça a obligé l'entreprise à revoir ses plans business et à accélérer un petit peu cette transition énergétique qui avait été annoncée fortement lors de la création de Technip Energies, qui est issu de Technip FMC et de Technip quelques années plus tôt. Donc on a accéléré. Donc disons qu'il y a une prise de conscience, on en entend parler, on voit apparaître donc une démarche de ESG, on voit apparaître une direction ESG, des engagements de différentes natures, mais qui sont unilatéraux et qui sont pris au niveau du groupe, qui ne sont pas vraiment encore discutés localement et qui restent encore assez généraux sur le cœur de l'activité, le cœur du business. Donc après, on a une forte activité autour de la fresque du climat, hein, donc il y a une véritable volonté de soutenir ça. Donc les salariés maintenant, de beaucoup de salariés, et je pense qu'on arrivera peut-être à peut-être la moitié des salariés qui auront fait la fresque du climat d'ici quelques mois. Donc là-dessus, il y a une volonté qui est intéressante. Après, d'un point de vue gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, on est encore très très loin du compte sur le sujet, sur la partie économique. Un mot quand même sur la partie bâtiment, etc. Donc on a un bâtiment, on vient dans un nouveau bâtiment qui est plutôt respectueux de l'environnement. On a interrogé la direction sur ces objectifs de sobriété supplémentaires, puisque c'est le mot à la mode du président de la République française. On n'a pas de réponse sur le sujet. Voilà. Mais encore une fois, je dirais que je crois que la contribution principale que pourraient faire les salariés de Technip à la transition énergétique, c'est de se former et de pousser à pouvoir être une entreprise de technologie qui propose des technologies vertes à l'avenir. Donc on voit que vous êtes quand même concerné, hein, vous êtes dans le secteur d'activité, bon, vous êtes aussi une grosse entreprise qui doit très certainement montrer l'exemple hein, au regard des pouvoirs publics. Ma prochaine question, c'était celle-ci. Finalement, est-ce que vous êtes favorable, vous, à signer ou à négocier au moins des accords d'entreprise qui incluraient des mesures dites vertes qui portent effectivement sur tout un tas de sujets? Quand on voit aussi la problématique structurelle qui est posée à votre entreprise, quoi. Donc, voilà, comment vous vous positionnez par rapport à ces mesures dites vertes et
voyez-vous une efficacité par rapport aux différents challenges qui vous sont posés? Alors, on a déjà négocié des accords de mobilité douce qui favorisent l'utilisation du vélo, etc., pour venir au bureau. Ça, c'était il y a quelques temps, enfin pas si longtemps que ça, mais peut-être 2-3 ans. Euh, et à ce moment-là, et je le regroupe avec toutes ces actions positives qu'on soutient, telles que la fresque du climat. Et d'ailleurs, on organise au niveau, on a des réflexions assez poussées au niveau du comité d'entreprise aussi, pour ne, ne diminuer la part de subventions à des voyages lointains en avion, etc. Donc tout ça participe à faire un peu bouger les mentalités qu'il faut bien le reconnaître chez Technip, étaient quand même des mentalités assez conservatrices et assez éloignées des questions environnementales, de par la proximité de l'activité par rapport au pétrole, etc. Donc sur l'aspect des changements des mentalités, on essaie d'y contribuer par tous les biais possibles. Et après, je dirais, l'impact plus direct sur l'activité économique, on est bien sûr favorable à pouvoir davantage avoir accès aux chiffres, etc. Et on attend le rapport, le Sustainability Report de l'année prochaine avec grande impatience. On mobilise l'expert du comité central d'entreprise, que ce soit dans le cadre de l'expertise économique et financière ou orientation stratégique sur ces questions-là, pour qu'il aille interroger la direction sur le sujet et qu'on arrive aussi, parce que c'est une des difficultés qu'on a, à aller obtenir les informations du groupe, parce qu'il y a un cloisonnement, il joue sur un cloisonnement très fort, hein, puisque considère que comme on est Technip France et qu'on est une filiale du groupe, eh bien, on n'a pas forcément accès aux interlocuteurs et aux informations du groupe, et on est en contentieux d'ailleurs assez régulièrement sur ces accès aux données, pas spécifiquement sur les aspects environnementaux, mais c'est un vrai sujet pour nous de pouvoir faire du dialogue social à partir de data valables. À titre d'exemple, on avait poussé dans le cadre de l'accord d'intéressement à ce qu'il y ait des indicateurs de l'accord d'intéressement qui soient liés à la réalisation d'actions de formation. En l'occurrence, c'était sur la prévention des risques psychosociaux. Donc, on a eu des soucis graves en termes de risques psychosociaux chez Technip. Et donc, on a apporté, et c'est en vigueur aujourd'hui, dans l'accord d'intéressement, que les salariés réalisent des formations de prévention des risques psychosociaux, ce qui, d'une certaine manière, rentre dans la dimension sociale de la RSE. Et donc, on est tout à fait ouvert, évidemment, à pouvoir y ajouter des indicateurs verts, mais on veillera à ne pas mettre d'indicateurs verts comme ça a été la mode il y a quelques années sur la diminution du nombre de photocopies ou du tri des déchets. On n'en est plus là et je pense que ce serait contre-productif d'avoir ce genre d'indicateur qui serait à l'échelle de Technip et pour les raisons que j'ai citées plus haut, ce serait assez ridicule. Je trouve que vous avez quand même beaucoup d'initiatives intéressantes. Ça, c'est un point favorable. Vous parliez de risques psychosociaux. On voit aussi émerger un stress environnemental dans la famille des risques psychosociaux, des collaborateurs qui aussi s'inquiètent de ces informations, certaines fois inquiétantes, hein, voire dramatiques, hein, du futur lié au climat et comment on peut aussi, dans le cadre des risques psychosociaux, amoindrir cette inquiétude ou accompagner les salariés pour réduire ce stress environnemental. C'est quelque chose que vous voyez poindre, ça, Ouais. éventuellement, parmi vos collègues? Alors, depuis quelques années, on a un certain nombre de salariés qui ont des changements de vie qui relèvent d'une forme de recherche d'une nouvelle vie plus éco-responsable, avec des départs en province, des installations, voilà, très classiquement, comme on voit partout, hein, de gens qui veulent se mettre à faire de la production locale ou de l'agriculture biologique. On a ça un petit peu. Et puis dernièrement, effectivement, on a quelques salariés qui viennent nous voir qui sont éco-anxieux. Donc ça arrive chez Technip,
c'est encore une fois qui n'était pas une population particulièrement exposée à ça, je dirais par nature, dans le sens où les personnes très soucieuses de l'impact environnemental qu'elles pourraient avoir dans un cadre, dans une vision un peu holistique, ne viendraient pas candidater chez Technip. Donc ça, il y a ça déjà. Et puis, on a beaucoup de mobilité, de départ, hein, de turnover de jeunes qui assument le fait, qui disent que de toute façon, ils ne finiront pas leur carrière dans les énergies fossiles et qui donc, à l'occasion d'une volonté de mobilité, vont aller chercher à faire valoir leur expérience d'engineering dans l'éolien ou dans d'autres ingénieries voilà, reconnues comme étant plus vertes, quoi. Et Et cette d'ailleurs, interview pardon, je vous coupe, mais s'achève. on a effectivement Oui, allez-y. on a cette dimension RH hein, qui arrive et que Oui. la direction commence, on va dire, sort du déni et commence peut-être à considérer, on verra dans les semaines à venir, dans le cadre de la politique sociale, comment concrètement ils mesurent et ils apprécient cette évolution que nous, on a pu remarquer. C'est passionnant. Beaucoup de choses sont en œuvre. Vous avez beaucoup d'idées aussi à proposer à votre direction. J'entends aussi ça. Vous l'attendez entre guillemets au coin du bois par rapport à ces sujets. Et finalement, ma dernière question en guise de conclusion, euh, quel conseil vous pourriez donner à des élus de CSE de tout secteur, hein, qui auraient désormais à se saisir de ce sujet dans leur entreprise. Euh, voilà, une bonne pratique, un conseil que vous pourriez leur formuler. Bah, je pense que sur ces sujets qui sont émergents, malheureusement, on va dire, je pense qu'il faut essayer d'analyser un petit peu quels sont les enjeux pour la direction actuelle. Et au regard de ces enjeux, essayer de voir en quoi certains de ces enjeux peuvent être soit servis, soit contrariés par l'évolution de soit la crise climatique, de son adaptation, soit d'une exposition à des risques économiques. Et une fois que cette analyse est faite, eh bien, on peut commencer, à mon avis, à ouvrir le dialogue en alertant la direction. Bah, ça peut être soit sur une difficulté d'accès à de la main-d'œuvre qualifiée, comme c'est un peu le cas chez Technip. Ça peut être aussi sur des clients qui ne souhaiteraient plus ou qui s'éloigneraient de certains produits fabriqués par l'entreprise parce qu'ils ne sont plus jugés assez responsables. Voilà, il y a plein d'aspects, mais je pense qu'il faut essayer de comprendre un peu les enjeux et parfois d'essayer de voir un peu plus loin que ce que la direction peut être parfois prise dans le quotidien et dans des enjeux économiques et des difficultés du quotidien qu'on peut comprendre. Essayer de lui pointer peut-être certains risques ou certaines opportunités, le cas échéant, pour réussir à avoir une attention chez elle. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, de convaincre ses collègues de sonder un peu les collègues et leur sensibilité là-dessus. Et je crois que là-dessus, les fresques du climat, par exemple, ou tout autre moyen pour évaluer la sensibilité des collègues aux questions environnementales est essentiel. Parce que, si les salariés, si les représentants du personnel sont trop à la pointe et pas assez suivis par l'ensemble des services sur ces questions, malheureusement, il y a un risque il y a un risque de décrochage qui peut arriver, quoi. Merci beaucoup, Christophe Hérault. C'est passionnant. Beaucoup de sujets à venir. Espérons qu'ils aboutissent et dans votre cas, que ça permette aussi de passer la transformation de l'entreprise que vous énonciez. Et nous ne manquerons pas de revenir vers vous d'ici quelques temps pour savoir où vous en êtes. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.